Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Pause philosophique, l'émission qui accouche vos esprits et vous ouvre les portes de la réflexion. Dans ce nouveau rendez-vous qui aura lieu toutes les semaines, préparez-vous à découvrir la philosophie en dialoguant avec les philosophes et les grandes œuvres de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons voir les représentations du monde de l'Antiquité à aujourd'hui. Comme nous l'avons vu au Planétarium, avec le groupe qui fait Humanité, Littérature et Philosophie, lors de la visite du musée de la Cité des Sciences, nous avons vu donc au Planétarium que nous ne connaissons que 17% de l'univers, et que l'histoire de sa découverte a été très longue. Donc dans cet épisode, je vais vous en faire un court résumé. Nous allons nous poser 3 questions. Comment les Grecs se représentaient-ils le monde ? Là, nous allons voir aussi quelle était la vision du monde au Moyen-Âge, et nous allons voir comment est l'univers d'aujourd'hui. Donc nous commençons d'abord par comment était la Terre pour les Grecs. Donc les Grecs d'abord se sont dit « la Terre est plate ». Puis après, cette idée est vite passée, ils se sont vite mis dans la tête que la Terre était sphérique. Donc c'est l'idée du géocentrisme qui est arrivée. Géos en grec signifie la Terre, et on a vite pensé aussi que l'univers était en mouvement autour d'elle. Et c'est également grâce à Aristote qui écrit que la Terre est sphérique parce qu'il voit que son ombre sur la Lune lors des éclipses est circulaire. Voilà. Il y a aussi Ératosthène, un autre philosophe grec, qui estime la taille de la Terre au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il réalise cela grâce à l'ombre du soleil et avec 2 villes, et donc voilà. Donc il arrive à estimer sa circonférence avec quelques imprécisions malheureusement, mais il arrive à trouver 40 000 km, alors qu'en réalité c'est 40 070 km, et c'est quand même assez impressionnant comme résultat. Voilà. Ensuite on va voir le système solaire pour les Grecs. Il y a d'autres découvertes. Aristarque de Samos, par exemple, lui, en se basant sur les éclipses de lune et de soleil, arrive à trouver le diamètre de la Lune et la distance Terre-Lune, qui est de 384 400 km. Hipparque, lui, trouve la distance Terre-Soleil, qui est de 150 millions de kilomètres. Et enfin, un que vous connaissez sûrement, Claude Ptolémée, qui lui arrive à imaginer un système où les astres sont fixés sur des sphères tournant autour de la Terre. Et donc en fait c'est plutôt une idée d'harmonie, qu'il y a des mesures parfaites, que tout est parfait, alors que dans la réalité les sphères sont plutôt elliptiques. Par exemple celle de Platon, elle forme une ellipse. L'idée étant que plus la sphère est grande, plus son mouvement apparent est lent. Ce qui est vrai, Mars met plus longtemps à tourner que Vénus. Et donc en fait cela reprend l'idée du géocentrisme, que toutes ces sphères tournent autour de la Terre. Ce système est malheureusement et heureusement approuvé et considéré comme vrai pendant longtemps. Donc heureusement parce que c'est une découverte quand même assez importante, même si c'est faux. Ça permet d'avancer et d'évoluer dans les découvertes scientifiques. Et donc c'est là qu'on amène l'idée en fait que ces corps célestes se déplacent selon des lois divines en fait. Donc c'est ici qu'arrive une théorie, la théorie d'Aristote, la théorie des mondes sublunaires et des mondes supralunaires. Donc il y a une séparation entre le monde terrestre et le monde céleste, et la limite en fait c'est l'orbite de la Lune. Et il y a 2 mondes différents, comme je vous l'ai dit, le monde sublunaire qui représente le monde terrestre, avec un changement qui est constant, c'est soumis à l'évolution du cosmos, et il est composé de 4 éléments originaux, l'eau, la terre, l'air et le feu, et le monde supralunaire, qui lui englobe tout le reste. En fait c'est un monde parfait, c'est les astres qui sont soumis à des lois différentes des lois terrestres, et c'est constitué par la Lune, le Soleil, tout le reste en fait. Donc c'est le monde supralunaire qui domine le monde sublunaire. Dans cette première partie, pour les Grecs, l'homme fait partie de l'univers, mais il n'est en rien à l'origine de sa création. C'est-à-dire qu'on le place au centre, mais il n'est pas comme après, il va être vraiment prédominant, on va vraiment encore plus se centrer sur l'homme. Maintenant, nous allons voir Copernic et ses théories. Donc Nicolas Copernic en 1543 décide que l'idée du géocentrisme c'est fini. Il la remplace par l'héliocentrisme. Hélios en grec signifie soleil. Donc en fait il va carrément remettre en cause la place de l'humanité dans l'univers. Alors petite parenthèse, on a une idée fondée qui est fausse du Moyen-Âge. On se dit au Moyen-Âge ils pensaient que la Terre était plate, c'est faux. Ils avaient les résultats des Grecs, donc ils ne pouvaient pas se tromper.
Après, par contre, en fait, il y a la Renaissance. À la Renaissance, on place vraiment l'homme au centre de l'univers. Et en fait, on découvre l'homme, on se dit mince, mais de quoi est-ce que je suis composée, tout ça. Léonard de Vinci fait même l'homme de Vitruve avec les mesures parfaites d'un homme. Et du coup, c'est pour ça, on a encore cette idée du géocentrisme avec Ptolémée, jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à ce que Copernic arrive avec l'héliocentrisme. Donc, il conçoit un système basé sur 2 hypothèses. Hypothèse 1, la Terre tourne sur elle-même en un jour, et non pas le Soleil tourne autour d'elle en un jour. Ensuite, la rotation de la Terre autour du Soleil, ce qu'on appelle une révolution, s'effectue en 1 an. Donc cette hypothèse lui permet d'imaginer aussi que les autres planètes tournent aussi autour du Soleil. Et il invente ainsi un système avec les astres qui tournent autour du Soleil, le système héliocentrique. Alors malheureusement, cette théorie va être rejetée par l'Église catholique romaine parce qu'elle détrône la Terre du centre de l'univers de sa place en fait. Ils se disent oui, on remet la parole de Dieu en doute, c'est Dieu qui a placé la Terre au centre de l'univers, donc voilà, c'est rejeté. Maintenant, on va voir les autres scientifiques du XVIIe siècle. Donc il y a Galilée par exemple, que vous connaissez sûrement. Galilée, lui, en 1609, va mettre au point une lunette astronomique qui lui permet de grossir les images et de pouvoir regarder au loin. Il observe la Lune, les étoiles, et il remarque même la présence d'astres à proximité de Jupiter, qui c'était sans doute par exemple Io. Avec le temps, il va encore approuver la théorie de l'héliocentrisme, puisqu'il va bien voir que les astres semblent tourner autour du Soleil. Alors cette idée, heureusement, va se poursuivre malgré les écrits favorables à l'héliocentrisme, en 1616 par exemple, probablement avec les hérétiques. Et en fait, grâce à la révolution copernicienne, l'astronomie va vraiment se libérer des dogmes religieux avec une volonté de décrire l'univers, avec des observations scientifiques, des instruments. Et il y aura même une légende sur Galilée qui dit qu'en fait il avait un procès, on lui a reproché d'appuyer la théorie de l'héliocentrisme, et du coup on lui a fait un procès pour ça, et il allait mourir s'il disait pas d'accord, j'ai tort, je vous approuve, c'est géocentrisme, la Terre est au centre de l'univers. Donc apparemment il aurait dit ça à son procès, il aurait dit je suis d'accord avec vous, et la légende dit qu'en sortant de ce procès, il aurait dit et pourtant elle tourne. Voilà pour la petite histoire. Après on va voir Kepler, Johannes Kepler. Alors, petite parenthèse, Johannes Kepler était l'élève de Tycho Brahe, vous le connaissez sûrement pas, mais en fait, je trouve ça important de parler de lui parce lui avait aussi inventé un système qui était équivalent à celui de Copernic. Donc bref, pour en revenir à Kepler, Kepler, lui, va établir 3 lois déterminant le mouvement des planètes autour du Soleil, ce qui va encore plus convaincre les gens sur la théorie de l'héliocentrisme. Après, il y aura Isaac Newton, lui, qui va découvrir les lois de la gravitation et qui va appuyer les lois de Kepler avec une base mathématique. Et c'est là où les mathématiques sont vraiment importantes parce que même si on comprend pas vraiment, on se dit c'est pas concret, je verrai jamais ça dans une situation, c'est là où c'est vraiment, il y a du concret. Quand on observe l'univers, il y a plein de théories qu'on se dit ah mais oui ça je l'ai vu, et c'est vraiment hyper important. C'est très complexe, il y a l'entropie, plein de choses étranges, mais c'est là où les mathématiques sont importantes. Donc voilà, la pub des mathématiques est finie. Donc après, en fait, grâce à des progrès scientifiques et mathématiques, on arrive à imaginer de plus en plus le système solaire. On sait même que les étoiles sont des objets semblables au Soleil, que c'est juste qu'elles sont situées plus loin, ce qui explique leur faible éclat. Après, il y a aussi certains penseurs qui voient l'homme comme un moyen terme entre 2 infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, et qu'ils placent Dieu comme le créateur de l'univers. Afin de faire ressentir à l'homme une impression de petitesse. C'est l'idée de Blaise Pascal dans Les Pensées. Donc en fait, Blaise Pascal, lui, il va vous dire vois l'homme il est géant par rapport à une fourmi, mais par rapport à un arbre, il est tout petit, qui lui-même est tout petit par rapport à la Terre, qui elle-même est toute petite. Voilà, donc il fait plein de mises en abîme dans son texte qui est très compliqué à lire, mais c'est magnifique, c'est pour nous dire l'imagination de l'homme, elle est très grande, elle est très puissante, mais Dieu, lui, il est sans limite, alors que l'imagination de l'homme a une limite. Donc en fait, il essaie de convaincre les libertins dans son texte, qui à l'époque étaient des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Et alors en fait, ce qui est important, c'est qu'il ajoute surtout une idée d'infini, avec une citation, c'est « Quelque grand que soit un nombre, on peut en concevoir un plus grand, et encore un qui surpasse le dernier, etc. etc. » Donc c'est vraiment une idée d'infini qui est importante. Et d'ailleurs, on dit souvent « l'univers est infini », en fait c'est plutôt faux, il est en expansion. Donc en fait, il veut surtout montrer que l'homme n'est rien comparé à l'univers, qu'il faut se soumettre à la toute-puissance de Dieu, parce que Dieu, la nature, tout ça, c'est magnifique. Il affirme aussi que l'homme n'est qu'un roseau.
le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Donc généralement on dit souvent le début de cette citation, et pourtant la suite est très intéressante. Donc l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser, une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Je trouve cette citation vraiment magnifique, parce qu'elle nous explique que la nature, elle va tuer, mais elle est inconsciente, c'est comme l'eau qui coule, elle va faire ça, elle va pas se rendre compte, elle va pas être comme le méchant dans les films qui va venir tuer la petite fille qui crie, ou elle va vraiment faire ça inconsciemment, alors que l'homme, lui, c'est un désir perfide derrière, c'est dans sa nature, c'est vraiment quelque chose de monstrueux chez lui, mais ce qui est aussi beau du côté de l'homme, c'est que quand il va mourir, il va se dire ça y est, c'est la fin de ce merveilleux voyage, il va être conscient qu'il meurt, alors que la nature c'est quelque chose d'inconscient. Et je vais vous parler en dernier de l'univers d'aujourd'hui. Donc il y a les théories d'Albert Einstein qui ont permis de faire d'énormes progrès scientifiques, vraiment on le remercie. Et elles ont permis d'expliquer plusieurs phénomènes étranges aussi que l'on connaissait pas, et aussi grâce à de puissants télescopes. Alors maintenant, évidemment, on peut observer l'univers beaucoup plus facilement, et la discipline scientifique a vraiment révolutionné notre vision du monde. On découvre notamment de plus en plus d'étoiles et d'exoplanètes, et on se penche également sur les trous noirs avec Stephen Hawking. Les trous noirs sont, petite parenthèse, sont des objets célestes qui sont très troublants. On ne sait pas grand chose sur eux en fait, et ils aspirent tout autour d'eux, même la lumière, c'est incroyable je trouve. Et on réfléchit aussi à un voyage sur Mars, alors ça c'est plutôt de l'ordre de l'inconnu aussi. Pour vous donner un chiffre, le 1er décembre 2019, 4135 exoplanètes ont été répertoriées dans 3073 systèmes planétaires. Autant dire que les scientifiques n'ont pas chômé en fait. Pour ce qui est de la fin de l'univers, il y a plusieurs théories, notamment celle du Big Crunch, que vous connaissez sûrement, mais tout ce qu'on sait c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance, à moins que les humains détruisent la Terre avant qu'on voit la fin. Quoi qu'il en soit, Jean-Jacques Rousseau a une citation, c'est « Nous n'avons point la mesure de cette machine immense, nous n'en pouvons calculer les rapports. Nous n'en connaissons ni les lois, ni la cause finale. » Donc, en fait, cette citation est importante parce qu'elle nous dit que on a beau dire écrire des lois mathématiques, tout ça, on n'est jamais à l'abri un jour de trouver, je sais pas, une planète triangulaire qui défie toutes les lois, et qu'on est faux en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut douter de tout. Steven Weinberg disait aussi « Plus l'univers semble compréhensible, plus il devient indéchiffrable. » Et c'est vraiment important de retenir ça, je pense. Parce que l'univers, c'est un objet, quelque chose qui est... c'est l'inconnu, quoi. C'est un grand X.